Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, la violence qui me touche, ce n'est pas celle des vitrines brisées des beaux quartiers. C'est plutôt dans la rue une vieille dame qui vend pour 3 € un bouquet de fleurs de son jardin. Ce sont d'autres vieillards qui cherchent à manger dans les poubelles. C'est le bénéfice de Total qui bondit de 83% au deuxième trimestre 2018. Total qui ne paye aucun impôt. Vous savez, ces impôts censés financer la transition énergétique. Et ce n'est pas de la fraude fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. C'est aussi 8,8 millions de pauvres en France, 141 500 personnes sans logement. C'est les magasins de téléphone hyper chic, plein de clients. C'est les enfants qui travaillent dans la boue pour extraire des minerais précieux pour les téléphones hyper chics. C'est d'entendre clamer qu'une voiture électrique, c'est écologique. C'est la fermeture des écoles et la construction des prisons. C'est l'Europe qui confie à la Libye, qui paye la Libye pour garder les migrants, la Libye si hospitalière. Voilà, la violence, c'est ça et bien d'autres choses encore. Alors ce soir, une petite lecture dédicacée à Monseigneur de la part de Jean de La Fontaine. À Monseigneur le Dauphin. Monseigneur, s'il y a quelque chose d'ingénieux dans la République des lettres, on peut dire que c'est la manière dont Ésope a débité sa morale. Il serait véritablement à souhaiter que d'autres mains que les miennes y eussent ajouté les ornements de la poésie, puisque le plus sage des anciens a jugé qu'il n'y était pas inutile. J'ose, Monseigneur, vous en présenter quelques essais. C'est un entretien convenable à vos premières années. Vous êtes en un âge où l'amusement et les jeux sont permis aux princes. Mais en même temps, vous devez donner quelques-unes de vos pensées à des réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que nous devons à Ésope. L'apparence en est puérile, je le confesse, mais ces puérilités servent d'enveloppe à des vérités importantes. Je ne doute point, Monseigneur, que vous ne regardiez favorablement des inventions si utiles et tout ensemble si agréables, car que peut-on souhaiter davantage que ces 2 points? Ce sont eux qui ont introduit les sciences parmi les hommes. Ésope a trouvé un art singulier de les joindre l'un avec l'autre. La lecture de son ouvrage répand insensiblement dans une âme les semences de la vertu et lui apprend à se connaître sans qu'elle s'aperçoive de cette étude, et tandis qu'elle croit faire tout autre chose. C'est une adresse dont s'est servi très heureusement celui sur lequel Sa Majesté a jeté les yeux pour vous donner des instructions. Il fait en sorte que vous apprenez sans peine, ou pour mieux parler avec plaisir, tout ce qu'il est nécessaire qu'un prince sache. Nous espérons beaucoup de cette conduite. Mais, à dire la vérité, il y a des choses dont nous espérons infiniment davantage. Ce sont, Monseigneur, les qualités que notre invincible monarque vous a données avec la naissance. C'est l'exemple que tous les jours il vous donne. Quand vous le voyez formé de si grands desseins, quand vous le considérez qui regarde sans s'étonner l'agitation de l'Europe, et les machines qu'elle remue pour le détourner de son entreprise,
quand il pénètre dès sa première démarche jusque dans le cœur d'une province où l'on trouve à chaque pas des barrières insurmontables, et qu'il en subjugue une autre en 8 jours, pendant la saison la plus ennemie de la guerre, lorsque le repos et les plaisirs règnent dans les cours des autres princes, quand, non content de dompter les hommes, il veut triompher aussi des éléments. Et quand, au retour de cette expédition, où il a vaincu comme un Alexandre, vous le voyez gouverner ses peuples comme un Auguste. Avouez le vrai, monseigneur, vous soupirez pour la gloire aussi bien que lui, malgré l'impuissance de vos années. Vous attendez avec impatience le temps où vous pourrez vous déclarer son rival dans l'amour de cette divine maîtresse. Vous ne l'attendez pas, monseigneur, vous le prévenez. Je n'en veux pour témoignage que ces nobles inquiétudes, cette vivacité, cette ardeur, ces marques d'esprit, de courage et de grandeur d'âme que vous faites paraître à tous les moments. Certainement, c'est une joie bien sensible à notre monarque. Mais c'est un spectacle bien agréable pour l'univers que de voir ainsi croître une jeune plante qui couvrira un jour de son ombre tant de peuples et de nations. Je devrais m'étendre sur ce sujet, mais comme le dessein que j'ai de vous divertir est plus proportionné à mes forces que celui de vous louer, je me hâte de venir aux fables et n'ajouterai aux vérités que je vous ai dites que celle-ci. C'est, monseigneur, que je suis, avec un zèle respectueux, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur. De La Fontaine. Let's talk of Catherine the Great. Let's talk of love and the power of the state. She was a crazy... Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint un conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot. Étant de ces gens-là qui sur les animaux se font un chimérique empire. Ainsi, dit le renard, est flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine, passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable!
Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Everyone paid homage to her, Catherine the Great. Le coche et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient, et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher, aussitôt que le char chemine, et qu'elle voit les gens marcher, elle s'attribue uniquement la gloire. Va, vient, fait l'empressé, il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit, faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule, et qu'elle a tout le soin, qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire, il prenait bien son temps. Une femme chantait, c'était bien de chansons alors qu'il s'agissait. Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait 100 sottises pareilles. Après bien du travail, le coche arrive au haut. « Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. » Ainsi certaines gens faisant les empressés s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires et partout importuns devraient être chassés. She could dictate what went on anywhere. She had great hair and a powerful gait. Catherine the Great. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates, un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte mythe, un saint homme de chat bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas, Jean Lapin pour juge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. 3 saints, également jaloux de leur salut, portés d'un même esprit, tendaient au même but.
Ils s'y prirent tous trois par des routes diverses. Tous chemins vont à Rome. Ainsi nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un touchait des soucis, des longueurs, des traverses qu'en apanage on voit aux procès attachés, s'offrit de les juger sans récompense aucune, peu soigneux d'établir ici-bas sa fortune. Depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés, se condamne à plaider la moitié de sa vie. La moitié et les trois quarts, et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il viendrait à bout de guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue, et le soin de soulager ces maux est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors, étant tels que les nôtres, donnaient de l'exercice aux pauvres hospitaliers. Chagrin, impatient et se plaignant sans cesse, il a pour tel et tel un soin particulier, ce sont ses amis, il nous laisse. Ces plaintes n'étaient rien au prix de l'embarras où se trouva réduit l'appointeur de débat. Aucun n'était content, la sentence arbitrale à nul des deux ne convenait. Jamais le juge ne tenait à leur gré la balance égale. De semblables discours rebutaient l'appointeur. Il court aux hôpitaux, va voir leur directeur, tous deux ne recueillant que plaintes et que murmures, affligés et contraints de quitter ses emplois, vont confier leur peine au silence des bois. Là, sous d'âpres rochers, près d'une source pure, lieu respecté des vents, ignoré du soleil, ils trouvent l'autre saint, lui demandent conseil. Il faut, dit leur ami, le prendre sur soi-même. Qui mieux que vous sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la majesté suprême. Vous êtes-vous connu dans le monde habité? L'on ne le peut qu'au lieu plein de tranquillité. Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême. Troubler l'eau, vous y voyez-vous? Agiter celle-ci, comment nous verrions-nous? La vase est un épais nuage qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer. Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer. Vous verrez alors votre image. Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. Ainsi parla le solitaire. Il fut cru, l'on suivit ce conseil salutaire. Ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert. Puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas. Les honneurs et le gain, tout me le persuade. Cependant, on s'oublie en ses communs besoins. Ô vous dont le public emporte tous les soins, magistrats, princes et ministres, vous que doivent troubler 1000 accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompt, vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. Si quelque bon moment à ces pensées vous donne, quelque flatteur vous interrompt. Cette leçon sera la fin de ces ouvrages, puisse-t-elle être utile au siècle à venir. Je la présente au roi, je la propose aux sages. Par où saurais-je mieux finir ? Je vous ai lu des fables de Jean de La Fontaine parues à partir de 1668. Let's talk of Catherine the Great. Let's talk of love and the power of the state. If I could touch but the hem of her dress, tell her a joke, bake her a cake, Catherine the Great. Textuel. Lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.